En réalité, donc, comparé à Mars Express, qui a le double panneau solaire, il y a quand même un point spécifique au panneau solaire de Vénus Express, à part qu'ils sont coupés, c'est qu'il a fallu renforcer la tenue au rayonnement, puisqu'on est 2 fois plus près que Mars, et le rayonnement solaire est assez agressif, bien entendu, y compris pour les panneaux solaires. Et donc il y a eu des études sur ces panneaux solaires qui ont servi en particulier aux missions futures, comme Bepi Colombo, qui est en train d'être finalisé pour un lancement l'an prochain, d'ici moins de 2 ans en tout cas. Une panoplie d'instruments réutilisés à partir de modèles de rechange de Mars Express ou de Rosetta. Donc Aspera sur Mars Express, MAG est un nouvel instrument, c'est un magnétomètre, PFS est sur Mars Express, SPICAM de Mars Express. Par contre, un nouvel instrument, c'est SOIR, le Solar Occultation caméra, et la caméra VNC était aussi une caméra nouvelle. L'instrument Vertice, dont je m'occupe avec mon collègue de Rome, Giuseppe Piccioni, et lui récupéré de Rosetta. C'est quasiment le modèle à l'identique de celui de Rosetta qui fournit en ce moment les images spectrales infrarouges et visibles de Rosetta, dont on aura d'ailleurs des publications la semaine prochaine. Il y aura quelques annonces CESA d'ailleurs le 23 janvier là-dessus. Alors parmi le bilan des observations, je commence par le bilan un peu à l'envers, mais Vénus Express ça vous a déjà été présenté. Et ça, c'est les 8 avancées scientifiques que l'ESA donne sur son site. Bon, je ne suis pas forcément complètement d'accord avec le point d'intérêt, est-ce que tel ou tel est plus en avant qu'une autre, mais en tout cas, ça donne quand même une idée de la variété des objectifs scientifiques observés. Donc, sur le vortex polaire, il a été étudié à fond, et là j'y reviendrai. C'était vraiment quelque chose qu'on connaissait. Le vortex polaire nord, cette fois, avait été observé par Pioneer Vénus. Pendant d'ailleurs quelques années, avait été étudié d'une manière intéressante, mais pas dans avec le même niveau de détail. Et côté sud, il y a peut-être quelques images de Mariner, je crois, qui à son passage à Vénus avait observé le vortex polaire sud. Mais en tout cas, il y a eu des études absolument inédites là-dessus. Sur la question du volcanisme, même si on n'a pas répondu complètement à la question de savoir y a-t-il aujourd'hui encore un volcanisme actif sur Vénus, d'où le point d'interrogation. On a quand même avancé, et j'en montrerai quelques exemples, sur en particulier la possibilité d'un volcanisme actuel, et en tout cas sur la réalité d'un volcanisme à l'échelle de quelques millions d'années, ce qui pour un volcan n'est rien. La rotation de Vénus, on a avancé également, j'y reviendrai. Sur l'étude de la superrotation, elle était bien connue depuis déjà les années 60, et c'est même ce qui avait compliqué la mesure de la rotation de Vénus depuis des décennies, on peut dire. Ce qui a été observé, c'est que cette superrotation n'est pas purement constante, qu'elle varie. Alors, est-ce qu'elle s'accélère en ce moment? Il y a probablement des cycles d'accélération, de ralentissement, mais on a observé effectivement une variation et c'est intéressant. On a observé ce qu'on appelle une couche d'ozone, c'est-à-dire détecter l'ozone sur Vénus, c'était la première, ainsi que quelques autres molécules. Alors, sur le magnétisme, non pas le magnétisme de la planète elle-même, qui n'est pas magnétisé, mais sur le magnétisme induit par le vent solaire sur la planète Vénus, il y a eu énormément d'études faites, tout à fait nouvelles, sur l'interaction du vent solaire avec l'atmosphère planétaire. Ainsi que donc, sur l'échappement de l'eau, lié également à l'érosion par le vent solaire de l'atmosphère de Vénus, des études tout à fait originales en physique des plasmas sur l'effet de l'échappement de l'eau sous la forme hydrogène en particulier, mais aussi oxygène. Donc ça c'était assez inattendu. Et dans la composition des nuages, les températures très froides que j'ai montrées dans les profils thermiques tout à l'heure permettent possiblement la présence de nuages de neige carbonique. Et ça a été, disons, pressenti par des observations d'un des instruments de Vénus Express. Alors la mission, donc on va revoir un petit peu son déroulé. Là, c'était les toutes premières images à l'arrivée de Vénus Express par la caméra VMC. Donc on a retrouvé ces images qu'on voit bien connues du proche UV, avec en particulier la forme en Y ou psi sur les auteurs, et une dissymétrie en tout cas entre les régions polaires et les régions équatoriales
qui a été justement un des points d'étude majeurs de Venus Express. Alors cette image, elle est prise en infrarouge avec la caméra de l'instrument Vertis que j'utilise ici. Donc l'instrument Vertis permet de faire des images spectrales, c'est-à-dire des images à toute une série de filtres, on pourrait dire, mais qui forment un spectre continu de 0,35 microns, donc dans le très proche ultraviolet, jusqu'à 5 microns, dans ce qu'on appelle l'infrarouge proche. Et donc, on peut avoir du coup une image de la planète côté jour et côté nuit, ici vue du pôle sud pratiquement, grâce à l'orbite. Alors un mot de l'orbite, donc l'orbite est une orbite très elliptique qui passe environ 250 km au périastre, et le périastre est lui-même situé très au-dessus du pôle nord. Et donc l'apoastre, lui, est très, très éloigné, environ 60 000 km, ça varie un peu au cours de la mission. Donc on a en fait deux missions. Quand on est tout près, on peut voir, bien sûr, de manière très fine et rapprochée certains éléments, faire des occultations solaires ou stellaires. Mais on est trop près pour avoir une vue d'ensemble. Par contre, dans l'orbite à l'apoastre, on a une vue globale, mais une vue globale vue du pôle sud. Ça, c'est original, bien sûr, on ne peut pas faire ça du sol. Et on a pu étudier la rotation de l'atmosphère vue du pôle sud. Et c'est exactement cette image où vous voyez là, le côté nuit. Donc les nuages, alors pas les mêmes nuages, d'ailleurs, les nuages un peu plus bas que les nuages vus en lumière réfléchie, ici. Vue du pôle sud avec cette espèce de spirale qui s'enroule autour du vortex polaire et qui rejoint les latitudes équatoriales. Donc ce type d'images, on les a étudiées longuement pendant des années et de manière à obtenir la dynamique et la variation de la dynamique de l'atmosphère par Venus Express. Alors l'instrument Vertis, mon préféré, puisque quand même pour vous donner un mot, parce que c'est quand même un instrument aujourd'hui qu'on met sur quasiment toutes les missions. Les spectro-imageurs sont devenus un peu la boîte à outils dans l'imagerie spectrale de toutes les missions. Il y en a un sur Cassini, il y en a un sur Bepi Colombo, il y en aura un sur la mission Jupiter, JUICE, le lézard, et ainsi de suite. Donc ça donne, comme je disais, pour chaque longueur d'onde, une image. Vous voyez, suivant la longueur d'onde, on va avoir des choses différentes. Ici, à 2 microns 4, on voit l'atmosphère moyenne, en dessous des nuages. À 1 micron 7, on voit plutôt les émissions de la haute atmosphère. À 1 micron 27, on voit à travers les nuages et même jusqu'à la surface. Évidemment, chaque longueur d'onde ne donne pas une image différente, hein, mais on a quand même des contrastes extrêmement forts à certaines longueurs d'onde comparées à d'autres. Et en particulier, ce qu'on voit, c'est une espèce de tomographie de l'atmosphère depuis la surface à certaines longueurs d'onde jusqu'à la très très haute atmosphère, à plus de 150 km, à d'autres longueurs d'onde. Donc on reconstitue en quelque sorte la vision 3D de l'atmosphère grâce à ce type d'instrument. Donc, en remontant justement la surface de Vénus, Venus Express a permis d'observer la surface avec cet instrument Vertis et également avec la caméra VMC qui avait un filtre à la bonne longueur d'onde pour la voir. Bon, ça a donné des images ici que je compare à peu près avec les mêmes échelles de couleurs entre Magellan à droite et Venus Express à gauche, avec la reconstitution de la même géométrie. Où on retrouve, alors qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on est dans l'infrarouge, donc on voit l'émission thermique, c'est comme les caméras thermiques, et donc on voit la température de surface. Et comme la surface a des altitudes différentes, et que, comme sur Terre, les hautes altitudes sont plus froides que les basses altitudes, ce qu'on voit, c'est des contrastes thermiques liés à l'altitude. Magellan nous a donné très bien l'altimétrie, donc en modélisant à partir de l'altitude de Vénus, on peut savoir quelle émission thermique on peut avoir, comparer, et on voit qu'on a la même chose. La même chose, oui, mais pas tout à fait. Il y a ces zones en grisé qui montraient quelques anomalies. Donc ça, c'est plus intéressant, parce que si c'était pour retrouver ce que faisait Magellan en mieux, c'était pour une idée. Mais on a effectivement pu voir quelques différences par rapport à l'altitude. Alors, quel est l'autre paramètre qui peut jouer pour faire la variation, si ce n'est pas la température de surface? Ça peut être ce qu'on appelle l'émissivité de surface, la quantité de photons émis par la surface. Et cette quantité de photons dépend de la nature de la surface. Si elle est très rugueuse ou très lisse, si elle a telle ou telle composition, elle va émettre un petit peu différemment en infrarouge. Et donc,
Ça, quand on a lancé l'idée, au moment du lancement de la mission, beaucoup de scientifiques nous disaient qu'on n'arriverait jamais à le faire. Ça a été possible, donc ça montre qu'on est quand même allé très loin dans la précision possible à partir des observations. Une autre chose qui a été faite avec Vénus Express, c'était la mesure de la rotation de la surface. Bon, ça, Magellan l'avait très bien fait, mais la surprise, c'est que quand on a regardé la position d'un méridien donné de Vénus, qu'on voit très bien en infrarouge, et par rapport à ce qu'on attendait par rapport à Magellan, on a vu qu'il y avait un petit décalage. Et que, donc, si on fait varier la période de rotation, on trouve un meilleur accord entre la carte Magellan et la carte Vénus Express, et que ça pouvait s'expliquer s'il y avait une variation de la durée du jour de Vénus. Ce qui est très choquant quelque part, parce que ces mesures de rotation, elles sont extrêmement précises avec les radars. Alors qu'est-ce qui se passe, ce qu'on pense, c'est pas que la rotation ralentit, même si on observe un ralentissement, mais c'est très probablement qu'il y a des oscillations de la période de rotation de Vénus, ce qui ne surprend pas nos astronomes qui étudient la rotation de la Terre, puisque c'est exactement ce qu'on observe sur la Terre. Les phénomènes météorologiques terrestres ont une influence très légère, mais mesurable, sur la durée du jour terrestre. Et donc on doit avoir la même chose sur Vénus, sauf qu'on le connaît beaucoup moins bien dans le cas de Vénus, et que donc c'est une mesure qui sera intéressante. Le problème, c'est qu'il faudrait continuer à l'observer pendant plusieurs décennies pour arriver à mesurer des périodes d'oscillation, si c'est bien des oscillations. Mais en tout cas, on a comme ça tracé quelques points entre Magellan. Il y a quelques observations au sol qui permettent aussi aujourd'hui Vénus Express, c'est les missions futures. Donc ils ont ouvert la route pour un type d'étude très nouveau et très intéressant. Les anomalies d'émission thermique que je mentionnais tout à l'heure, eh bien, en voici la carte ici. Donc c'est plus la carte de la surface, c'est la carte de la surface dont on a soustrait les variations de température liées à l'altitude. Donc on voit quelques anomalies, donc en jaune ici. Bon, le pourtour est plus bruité ici et moins significatif. Et ce qu'on a vu également, c'est que ces anomalies, elles correspondaient en fait à des zones tout à fait particulières. C'est-à-dire qu'on avait un volcan en particulier, selon Idune, qui était justement, correspondait à une anomalie. Alors son altitude, elle est bien connue et n'est pas remise en question. Donc ce qu'on s'attend alors, ça pourrait être une variation de température liée à une température mettons, de la surface elle-même, donc éventuellement à une lave non refroidie. Sauf que on peut calculer qu'une lave se refroidit en fait très vite, tout au moins ça croûte, c'est ça qu'on observe. Ce que vous voyez sur les volcans hawaïens, où il y a des laves qui coulent, en réalité la couche plus externe est refroidie en quelques heures. Donc ça serait vraiment très étonnant qu'on ait pu passer justement au moment où la lave était encore non refroidie. Donc le plus probable, c'est que c'est une variation d'émissivité, donc une variation de structure de surface. Et ce que ça nous dit, c'est que la structure de surface, elle est un petit peu différente sur ce volcan comparé à ailleurs. Pourquoi? Eh bien, sans doute, là, l'interprétation est que c'est le vieillissement de la surface qui n'est pas le même entre le champ bas voisin et le volcan. Autrement dit, que de la matière a été reformée à une échelle récente, à l'échelle géologique tout autre. L'échelle géologique, donc ça peut être 10 millions d'années, mais en tout cas probablement pas les 100 millions d'années qu'on donne comme la grande période de reformation de la surface de Vénus, et donc c'est ce qu'on appelle un volcanisme récent au sens géologique. Sur les nuages et l'atmosphère, il y a énormément de choses à dire. J'ai choisi quelques petits sujets que je vais vous détailler un petit peu plus. Avec une sonde comme Vénus Express, on avait vraiment l'outil idéal pour étudier la météorologie et l'évolution des nuages. D'abord, la morphologie, qu'on a pu étudier, surtout avec ce point de vue du pôle sud, contrairement à beaucoup d'autres sondes qui étaient dans le plan équatorial, là on avait vraiment la vision du pôle sud. Et même en étant néophyte, on voit tout de suite qu'il y a des différences assez marquées entre les régions plus près du pôle sud, où vous avez donc des nuages assez régulièrement formés en spirale, et les régions plus près de l'équateur, où les choses sont plus irrégulières, où on distingue même, je ne sais pas si on voit bien,
sur en particulier celle-ci, des espèces de granulations qui correspondent très probablement à des cellules de convection. On voit l'atmosphère bouillonner en quelque sorte. Ça se produit près de l'équateur, mais pas près du pôle. Donc on a en gros deux régimes de circulation avec une transition vers 60 degrés de latitude, sud ici, avec donc des formations nuageuses différentes. Et donc liées bien sûr à une circulation des vents différente. On voit également, donc c'est une séquence temporelle ici, que suivant les périodes, on a des contrastes différents, avec des nuages brillants à certains moments, plus uniformes à d'autres. Donc ces nuages ne sont pas complètement uniformes, comme on pourrait le croire si on observe avec des petits télescopes l'atmosphère Vénus, qui est quelquefois un peu décevante pour l'astronome amateur, parce que, en gros, on voit un disque brillant et ses phases, très belles certes, mais toujours les mêmes. Pour voir ces nuages, il faut déjà aller dans l'ultraviolet, mais dans l'ultraviolet aussi, on voit des variations au cours du temps, comme sur les autres planètes de l'atmosphère. Quelle est la composition de ce qu'on appelle l'absorbant ultraviolet qui explique ces contrastes? Ça, c'est un grand mystère, depuis d'ailleurs les années 60. Il y a eu énormément d'hypothèses émises, de différents composés soufrés, de composés de type chlorure de fer et autres. Donc, on pense que là, avec Venus Express, on va avoir quand même aussi la solution, du moins une avancée. Donc voilà en quoi consiste l'absorption ultraviolet observée donc, en longueur d'onde ici, en dessous de 400 nanomètres, 0,4 microns. On a une baisse du flux ici, et donc un contraste qui est variable suivant les positions sur la planète. Certaines zones, les nuages sont relativement plats, donc dans d'autres, dans l'ultraviolet, on a un contraste assez fort entre les longueurs d'onde visibles et de l'UV. Donc, ce qui peut causer alors, le problème d'une absorption qui n'a pas réellement de signature très précise, c'est qu'il y a en fait beaucoup de composés qui peuvent reproduire ce type d'absorption. Mais parmi les plus plausibles, on a des composés du soufre, et en particulier un composé du soufre octaédrique, mélangé à du soufre amorphe S6. Jusque-là, donc, on avait exclu le S8 parce qu'il ne reproduit pas bien les pentes. Or là, on voit qu'on a quand même des accords remarquables entre la courbe observée en rouge et un mélange de soufre à différentes structures, S8 plus S6. Bon, c'est pas encore le dernier bout, ces publications sont encore en cours. Je vous donne ici des résultats très frais et encore non publiés. Mais il s'agit clairement d'une avancée dans l'élucidation de cette question. Sur la morphologie des nuages, on a observé, comme je l'ai dit, sur différentes orbites, des variations importantes entre les nuages ici observés dans l'infrarouge, entre ces orbites multiples. Ce qu'il a été possible de faire, c'est de suivre au fil du temps, disons, la circulation de ces nuages de manière à mesurer la vitesse des vents, d'une part, et la variation de la vitesse des vents, d'autre part, au second degré. Alors pour ça, il faut connaître déjà l'altitude des nuages, mais ça, avec Venus Express, et en particulier en infrarouge, on peut avoir l'altitude des nuages très précisément grâce à l'absorption du gaz carbonique. Une question? La précédente, c'était à la même longueur d'onde? Oui, ce sont des longueurs d'onde ici autour de 4 microns qui donnent les nuages précédents, de niveau intermédiaire en dessous du nuage ultraviolet. Donc ici, c'est l'altitude et la variation d'altitude du nuage supérieur observé dans l'ultraviolet, que vous voyez ici dans ce code de couleur, donc qui peut varier entre 65 et 75 km, qui est donc très uniforme, comme vous le voyez, aux latitudes moyennes, mais qui décroît quand on s'approche du pôle et en particulier du vortex polaire. Donc on a une espèce de puits où les nuages descendent au niveau du pôle. Ce n'est pas lié à la rotation, puisque la rotation de Vénus est faible, donc c'est un phénomène réellement intéressant et dynamique qui est lié à la météorologie de Vénus. Ce qu'il est également possible de faire, c'est la mesure
grâce à ces différentes longueurs d'onde qui mesurent différents niveaux de nuages, de la vitesse des vents à différentes altitudes. Et ça a été fait donc, par nos collègues de Bilbao, spécialistes de météorologie. Alors vous avez ici 3 cônes qui correspondent à 3 longueurs d'onde. En bleu, l'ultraviolet, donc les nuages habituels, la superrotation, on observe, donc à moins 100 mètres par seconde rétrograde, très constante en latitude. Alors on observe que l'hémisphère sud, ça c'est l'inconvénient de l'orbite, hein, comme je disais au tout début, on observe mieux l'hémisphère sud que l'hémisphère nord dès qu'on veut faire des mesures globales. Mais on a donc depuis l'équateur jusqu'au pôle, et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant Vénus Express, puisqu'on est assez limité dès qu'on dépasse les latitudes de 60 degrés. Alors ce qu'on voit également, c'est qu'en gros, on a 2 régimes, un régime où les vents sont très constants, une rotation quasiment solide, 100 mètres par seconde, jusqu'à